15h43, Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Face au marché, vous allez rendre votre verdict. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez? Oui, je l'assume. On vous écoute. Je pense qu'il faut acheter les actions des pays émergents parce qu'ils ont émergé depuis maintenant longtemps. Il faut investir dans les émergents car les émergents, ça y est, ont émergé. Vraiment émergé? Alors les pays émergents, ça fait longtemps qu'on en parle, mais aujourd'hui, dans la configuration actuelle avec le pressing des États-Unis et ce qui s'est passé sur les tarifs douaniers et le rééquilibrage des flux commerciaux, on voit que les pays émergents, en fait, leurs trois grandes caractéristiques, c'est d'abord une masse de population très importante, donc une croissance démographique qui n'existe plus dans le monde développé. Ce sont des ressources en matières premières et des bases industrielles, notamment sidérurgiques, très importantes. Là, je parle plutôt pour les ressources de l'Amérique latine. Et puis, maintenant, en Asie, on peut tout à fait investir dans la tech sans avoir à passer forcément par les États-Unis. Donc, vous voyez que, en gros, ce qui manque, c'est une efficience de la circulation des capitaux et des marchés financiers qui sont encore un peu trop étroits et une crainte des investisseurs d'y aller pour des risques politiques ou des risques monétaires, disons de monnaie. Igor, pardonnez-moi, je vais peut-être être un peu provocateur. Il faut regarder les marchés émergents. On a l'impression d'entendre toujours le même discours au début de l'année quand on est sur les marchés. Mais là, selon vous, le contexte est en train de changer suffisamment. C'est pas juste regarder, c'est en fait rééquilibrer vraiment ces pondérations. Carrément, d'accord. Parce que, en fait, l'exceptionnaliste américain boursier, que ce soit la concentration dans les indices, aujourd'hui, arrive à un point. Et sans ce que fait Donald Trump sur les terres rares, sa reconquista du Groenland, du Venezuela, on n'aurait peut-être pas un discours aussi important, aussi fort sur ces émergents, parce qu'en fait, les États-Unis, on voit que dans les importations mondiales, c'est passé déjà dans les années 2000 à 2008 de 15 à 8%. Et dans le commerce mondial, c'est plus que 10% les États-Unis. Alors que le PIB, qui est aussi très gonflé par des effets prix, il est toujours au quart du PIB mondial. Mais les échanges, malgré les tarifs douaniers, les États-Unis, c'est plus que peut-être 12% aujourd'hui pour la Chine de ses exportations. Et ça a été contrebalancé par tout le monde émergent. Et il est plus possible de dire que le monde émergent n'a pas les mêmes capacités d'innovation. Et ils ont quelque chose que nous, Européens, n'avons pas, des matières premières et des bases industrielles sidérurgiques, mais pas uniquement, très fortes. Il manque juste l'attrait des capitaux. Et c'est vrai, des régulations qui ne sont pas tout à fait comme les nôtres. Mais vous parliez de la Chine, c'est tout à fait symptomatique qu'en fait, le pouvoir chinois, communiste, empêche la spéculation et veuille réguler pour que ces marchés financiers fonctionnent mieux. Oui, pour attirer la confiance et donc les capitaux internationaux. Tout à fait. Oui, alors on investit où dans les émergents? Vous citiez les matières premières. Les bourses d'Amérique du Sud, c'est un carton. Depuis le 1er janvier, la bourse chilienne gagne 8%, la bourse péruvienne aussi gagne 8,5%. Il y a du cuivre là-bas notamment. Oui, et puis il y a pas mal d'hydrocarbures au Brésil, avec Petrobras. Si on regarde la performance des marchés sud-américains, elle est bonne déjà l'année dernière. Donc c'est déjà une thématique qui est enclenchée. C'est pour ça que c'est pas nouveau et on n'est pas au démarrage d'une tendance. La tendance a déjà démarré. Donc ça, c'est pour l'Amérique latine. En plus, on a des avantages de multiples partout sur le MSCI émergent, avec ou sans la Chine, par rapport aux États-Unis, tout en ayant de la croissance de bénéfices. Et puis, en Asie, l'Asie, c'est quoi? C'est la technologie. Et là, on n'est plus obligé d'aller forcément acheter du Nasdaq, on peut acheter du Kospi, on peut acheter du Nikkei. Et là, on a un foisonnement technologique. Alors évidemment, il y a des risques monnaie. Évidemment, on ne dit pas qu'il faut sortir des États-Unis complètement. On dit simplement que sur une exposition à 50-60% sur les marchés américains, on est tout à fait légitime aujourd'hui de dire allez, je prends 10 à 15% sur chaque grande zone. On n'a pas trop parlé de l'Inde parce que l'Inde est un peu au carrefour, mais l'Inde, elle est 20 ans derrière la Chine. Donc on sait aussi que ces pays-là vont réguler leur marché financier, leur capitalisme, dans des systèmes qui doivent accueillir les flux internationaux. Parce que si vous voulez combattre les États-Unis, quand vous êtes dirigeant de ces pays-là, le nerf de la guerre, c'est plus tellement de fabriquer des avions aussi performants, ils le font, c'est d'attirer les capitaux. Et c'est là le nerf de la guerre. Et on le voit bien aussi ce qui se passe sur l'or, les déports de capitaux du dollar vers l'or. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est tout à fait légitime pour se lancer dans un super cycle des émergents et aussi un peu des matières premières et des métaux précieux. Oui, et en plus, il y avait avant une prime de stabilité politique pour les démocraties. Cette prime de stabilité politique, elle se dégonfle en partie. Oui, et l'histoire de la Fed en est vraiment un exemple. C'est-à-dire qu'un investisseur se dit, bon, le politique est partout,
Donc en fait, qu'est-ce qui change par rapport aux politiques dans des démocratures ou des systèmes qui sont beaucoup plus cadenassés? Si on a des marchés financiers bien régulés et des capitaux qui circulent, on peut aller chercher de la perf parce qu'il y a quand même toujours un avantage de valorisation. Alors, vous citiez la bourse sud-coréenne, c'est un cas quand même. Le Kospi, c'est l'indice de la bourse sud-coréenne. Le Kospi n'a toujours pas, c'est le feuilleton de la semaine, n'a toujours pas baissé depuis le début de l'année. On est à 11 hausses d'affilée pour le Kospi, nouvelle hausse là. Il vient après une année exceptionnelle. Oui, tout à fait. En plus, déjà l'an dernier, c'était la plus forte hausse mondiale, le Kospi. Ouais. Bon, on voit que l'Europe s'en tire quand même très honorablement en ce début d'année, qu'on surperforme nettement Wall Street. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est censé durer tout au long de l'année ou il va y avoir des changements dans le cycle? Alors, il y a des explications un peu sectorielles, c'est-à-dire le luxe est un peu moins bien, un peu mieux, pardon, et a été très mauvais, et, notamment en France. Il y a le secteur de la défense, l'aéronautique qui marche bien en Europe. Et il y a cette idée, quand même, peut-être un thème à jouer de la souveraineté européenne, parce qu'on se rend compte qu'il faut qu'on cavale face aux grandes puissances ou aux grands États-nations qui mangent autour de notre territoire, nos territoires, ou alors notre épargne. Donc oui, je pense que l'Europe a quelque chose à jouer, en tout cas boursièrement, à court et moyen terme. Les performances sont incroyables depuis le 1er janvier, mais c'est un peu le remake du début de l'année dernière. Depuis le 1er janvier, l'Europe écrase Wall Street, l'Eurostock 50 gagne quasiment 4% depuis le 1er janvier, le S&P à peine 1,4%. Oui, alors on a beaucoup de retard historique, donc, mais je pense que les investisseurs internationaux, c'est les effets de déport, se disent on ne peut plus rester dans cet exceptionnalisme boursier américain, c'est trop concentré sur trop peu de valeurs. Le monde est vaste, il y a de la croissance mondiale, il y a des entreprises très bien gérées qui versent des rendements, notamment en Europe. Et donc, on a un système en Europe avec une monnaie qui est assez stable en plus. Oui, mais alors en plus, certains se disent l'Europe est peut-être un futur marché émergent. On a une Europe qui est en construction. On parle toujours de l'Europe comme d'un marché mature. C'est vrai, l'Europe vieillit aussi, mais c'est une zone encore en construction. Et de ce point de vue-là, si la construction européenne continue d'avancer, si le marché unique finit par voir le jour, on pourra dire que l'Europe est un continent peut-être émergent finalement. Par exemple, ce 28e régime proposé par Enrico Letta il y a 2 ans dans un rapport est en train d'avancer. Il doit permettre quoi, le 28e régime? Il doit permettre à toute entreprise d'atteindre bien plus vite une taille critique européenne. En fait, il permettra aux entreprises de s'enregistrer une seule fois avec un cadre unique européen pour son droit des sociétés, son droit du travail et les règles fiscales. Plus la peine de jongler avec 27 législations différentes. Non, mais c'est le rapport Draghi dans son ensemble. Le seul obstacle de l'Europe, c'est que pour avoir un marché unique, une zone unifiée, il faudrait déléguer très rapidement énormément de compétences à une institution et à une gouvernance européenne. Et là, on voit bien que dans chaque pays, il y a beaucoup de résistance, notamment électorale, sur ce sujet. Mais tout ce qui est lié à l'économie et qui conduit à l'intégration d'une zone est bien pour l'Europe et pour les entreprises européennes. Igor Demac avec nous aujourd'hui pour Vital Épargne. Merci beaucoup Igor d'être passé nous voir.